Bonjour Thierry Messant, je suis ravie de vous accueillir sur Bonjour. Tribune Libre. Bonjour. Vous êtes écrivain et le président fondateur du réseau Voltaire pour la liberté d'expression, c'est bien Oui, ça? Oui. oui, oui, Euh, absolument. Absolument. Je peux faire un petit rappel familial sans rentrer dans les détails intimes, mais je Mhm, crois que votre grand-père était le colonel Pierre Gaïssé, c'est bien ça? mhm. Oui, Oui. Et il avait été oui, oui, observateur militaire de l'ONU et président de la commission d'armistice Israël-Liban. absolument. Absolument. Je veux être contrôlée parce qu'il y a des biographies qui peuvent être erronées, donc je veux être bien sûre de Non, tout c'est ça. vrai. Et votre père, Michel Messan, était conseiller municipal de Bordeaux. Il était proche de Jacques Oui, Chaban-Delmas, donc Chaban-Delmas qui a été Premier ministre de Georges Pompidou, qui oui. avait été résistant et qu'on surnommait Chaban à l'époque, bien sûr. Ça, c'est vrai aussi, on est Ah, d'accord. et mon père l'a souvent représenté dans des voyages à l'étranger. D'accord. On peut dire, si c'est vrai que vous avez été élevé dans la bourgeoisie bordelaise, catholique, Mhm. Oui, oui. et votre maman dirigeait les œuvres interdiocésaines de la région Mhm. Aquitaine. Voilà. J'avais une première question à vous poser parce qu'il y a une biographie, est-ce que c'est Oui, vrai, qui mentionne que vous avez été franc-maçon, notamment au Grand Orient de France? oui, c'est vrai, oui, oui. Voilà, Oui, mais vous oui, avez j'ai été quitté. franc-maçon pendant. Ah, j'ai quitté, en fait, j'ai été exclu de la franc-maçonnerie parce que Mhm, j'ai posé des questions qu'il ne fallait pas poser, mais mhm, j'avais découvert un complot qui s'était tenu au sein du bureau du grand maître à Paris et mhm, qui visait à promouvoir l'indépendance de la Corse avec l'exploitation du pétrole au large de la Corse. Et pour mener cette opération, le grand maître et plusieurs euh, de ses proches mhm. devaient être payés avec des, des appartements qu'ils auraient eu gracieusement en Corse. Et donc j'ai révélé tout ça dans la presse, ça a été un scandale énorme, et j'ai été exclu à ce moment-là de la franc-maçonnerie. Mais j'ai Oui. été réincorporé après, parce que ça fait trop de scandales. J'ai été réincorporé après, mais bon, ça n'avait plus trop d'intérêt pour moi. Oui, je comprends. Ça avait certainement été décevant d'être ainsi balayé parce que vous aviez dit la vérité en fait. Oui, j'avais dit la vérité par rapport aux objectifs officiels de la franc-maçonnerie. Mhm. Autre moment important, enfin, moi je vous ai découvert à l'époque, j'avais encore la télévision, quand vous passiez chez Thierry Ardisson Mhm. et que vous aviez remis en question la thèse officielle du 11 septembre. On peut en reparler Mhm. extrêmement rapidement. Vous Oui. avez été l'un des premiers, une des premières voix à s'élever Le contre premier. le premier même, à s'élever contre le récit Mhm. officiel concernant ce fameux Mhm. spectaculaire et hollywoodien 11 septembre. Et donc ça Oui. vous a valu quand même Et alors, une vraie chasse aux sorcières. non, ça m'a valu beaucoup, beaucoup d'ennuis, mais Mmh. le, cette, l'enquête que j'ai menée à ce moment-là a été jugée très sévèrement par mes collègues en France, mais c'est aujourd'hui la version qui est prédominante parmi la population aux États-Unis. Ils pensent comme ça maintenant. Et le Mmh. président des États-Unis lui-même, Donald Trump, pense comme ça. Oui, depuis, il y a beaucoup de Donc, choses, ce que qui ont j'avais été. expliqué, c'était que il n'y avait aucun Arabe qui était responsable de cette opération. Ça avait été mené par une partie du complexe militaro-industriel aux États-Unis même, et que l'objectif, c'était de relancer l'impérialisme des États-Unis, de conquérir tout le Proche-Orient Mmh. et des moyens particuliers. Mmh. De toute façon, depuis, des travaux ont été menés, Donc tout notamment ça, par ça a été des confirmé depuis, hein. ingénieurs. Mmh. Exactement. Voir aussi les travaux de Judy Wood sur, voilà, avec des arguments, scientifiques qui démontrent que Oui, tout ce oui, qui avait oui. été affirmé sur le 11 septembre ne tient pas debout, en fait. Voilà, l'effondrement des tours et cetera. Donc là, je voulais faire une petite Mais parenthèse, Madame là-dessus. Wood,
elle a travaillé sur un aspect particulier. Oui. Mhm. Je dis, Madame Wood a travaillé sur une question Oui. particulière Mm. qui est celle de l'absence de débris importants après l'effondrement des Twin Towers. Tout d'un coup, la matière de ces Twin Towers s'est dispersée en poussière. Il n'y avait plus vraiment de ruines quand ça s'est terminé. Absolument. Et d'ailleurs, à l'époque, vous dites que vous étiez bien intégré dans le Ça. sérail Oui. et que ce 11 septembre, ça a finalement été une déflagration aussi dans votre vie, à la fois professionnelle et Oui. personnelle. Mhm. Un homme politique respecté. J'étais un journaliste respecté aussi. Et voilà, tout d'un coup, je n'étais plus rien. Mhm. À un moment donné, vous avez même dû quitter la Me, France. me parler dangereux pour n'importe qui. Oui, Mhm. j'étais la France, mais seulement en 2007, lors de l'élection de Nicolas Sarkozy. Jusque-là, j'ai été protégé par Jacques Chirac, donc j'ai pas eu de problème. Je n'appartenais pas au même parti que lui, mais euh, voilà, il m'a protégé parce qu'il trouvait que je faisais un travail intéressant et parce que j'étais français et qu'il protégeait les Français. Mhm. Vous avez quitté la France, vous êtes allé vivre en Syrie directement? Non, enfin directement en Syrie, puis après au Liban, en Iran, au Venezuela, et finalement en Syrie. Voilà. Et puis en Libye aussi j'ai été. D'accord, donc c'est un monde que vous connaissez bien. Donc aujourd'hui, vos analyses ne risquent pas d'être prises dans les médias dits officiels. Vous vous exprimez sur les médias indépendants concernant le conflit en Ukraine et puis concernant le conflit à Gaza. Oui. J'aurais bien aimé qu'on parle des deux Moi, conflits. mon expérience, hein, Mhm, oui, si vous voulez, moi, mhm, mon expérience, c'est celle euh, de quelqu'un qui a participé aux négociations de 5 États différents avec les Anglo-Saxons. Et donc, j'ai une expérience en, aux Émirats arabes unis, au Venezuela, en Syrie, en Libye, en Iran, de, de ces relations internationales. Je me fonde là-dessus. mhm. Très bien. Euh, Est-ce qu'on pourrait en revenir à la notion que vous avez parfois évoquée, la notion du grand jeu du 19e siècle, donc ce grand jeu qui oppose Oui. l'Empire britannique à l'Empire tsariste, voilà, l'Empire russe, qui est Mhm. peut-être quelque chose qui est la base de tout aujourd'hui, en fait. Euh, C'est l'origine de la guerre actuelle en, en Ukraine, qui, contrairement à ce que l'on croit, n'a pas de racines proprement ukrainiennes. C'est Mhm, quelque chose qui renvoie à l'opposition entre les Britanniques et toutes les autres puissances de leur époque, et particulièrement l'Empire tsariste qui essayait d'avoir un contact avec l'Inde. Donc eux, les Britanniques, autour de Lord Curzon, qui était le vice-roi des Indes, ont mené un grand jeu, notamment en Afghanistan. L'expression a été popularisée par Rudyard Kipling, mais le seul moment où il y a eu, pendant le 19e et le début du 20e siècle, une opposition armée entre les deux empires, ça a été la guerre de Crimée, mhm. auquel la France a participé. Et ça explique toute Mais la suite. le, ça explique ce qui se passe aujourd'hui parce que ce sont les Britanniques qui ont demandé à Volodymyr Zelensky de ne pas faire la paix avec la Russie quand c'était possible. Et bon, c'est une chose très publique, hein. Boris Johnson l'a expliqué plusieurs fois. Il était Premier ministre britannique à cette époque et il s'est directement opposé à la paix en Ukraine. C'est lui qui a voulu la guerre que nous avons aujourd'hui avec pratiquement Mhm. 2 millions de morts, hein.
Mmh. Est-ce que vous voulez en revenir à Khrouchtchev, l'Ukrainien Khrouchtchev, qui a fait rattacher l'Ukraine à la Crimée? Parce Oui, que ça explique beaucoup de choses aussi. oui, parce que bon, la Crimée, euh, au départ, c'était un État tout à fait indépendant de l'Ukraine. Mais c'était aussi, à l'époque tsariste, une région vraiment distincte de l'actuelle Ukraine. Personne n'aurait considéré que la Crimée était ukrainienne. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des combats extrêmement forts à cet endroit-là, avec notamment des collaborateurs ukrainiens des nazis, ce qu'on appelle les bandéristes dans la presse générale. Mmh. Donc, ces collaborateurs des nazis ont tué plusieurs millions d'Ukrainiens. Donc, c'est un conflit intra-ukrainien, avant d'être une opposition avec d'autres. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, les Britanniques ont récupéré ces anciens collaborateurs des nazis euh, pour continuer à se battre contre la Russie. Vous savez que Winston Churchill avait prévu de bombarder nucléairement l'Union soviétique et d'envoyer les dernières légions nazies contre les soviétiques. Donc il aurait changé de camp au dernier moment. Ça s'est joué à très peu et les documents sur cette opération, l'opération impensable, unthinkable, cette opération, ces documents n'ont été publiés qu'il y a une dizaine d'années. Jusque-là, on pouvait nier tout ça, mais maintenant, les, les archives officielles britanniques ont dévoilé cette opération. Donc, euh, lorsque Khrouchtchev est devenu premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, il a voulu faire la paix avec ces Ukrainiens. Lui-même était ukrainien, il n'était pas russe, hein, Khrouchtchev, c'était un Ukrainien. Il a voulu faire la paix en Crimée et il a rattaché la Crimée à l'Ukraine en échange d'une paix avec ces gens-là qu'il a intégré dans le Parti communiste en Ukraine. Mais en fait, c'était un marché de dupes parce ils ont certes arrêté de faire des opérations terroristes chez lui, mais ils ont continué leur projet. Mmh. D'ailleurs, vous dites, à Kiev, on clame que la Crimée est ukrainienne, mais dans les faits, dans le réel, c'est Moscou qui paye, notamment les salaires, les retraites, en Euh, Crimée? non, c'est-à-dire au moment où il y a eu la dissolution de l'Union soviétique, Mmh. à ce moment-là, le, la Crimée a déclaré son indépendance avant l'Ukraine, bien que ce soit la même République soviétique. Mais la Crimée a repris son indépendance et s'est déclarée indépendante. Et seulement après, le reste de l'Ukraine soviétique, s'est déclarée indépendante. Et pendant plus d'une année, tous les fonctionnaires de Crimée et les retraites des gens vivant en Crimée ont été payés par Moscou et pas par Kiev. Kiev disait que la Crimée était toujours ukrainienne, mais ne s'intéressait pas et ne payait rien en Crimée. Bon. Mmh. Jusqu'à ce que Boris Yeltsin, qui était le premier président de la Russie, de la Fédération de Russie, Boris Yeltsin dise, bon ben, de toute manière, on est complètement ruiné, on ne peut plus rien payer, donc on arrête de le faire pour la Crimée, et ils se débrouilleront tout seuls avec les Ukrainiens. Voilà. Donc la Crimée et l'Ukraine, c'est deux histoires complètement différentes. Mmh. Boris Eltsine, qui était un président La très lié à revendication, l'Occident. Mmh. pardon, Non, je disais Boris Eltsine, qui était un pardon, je président ne suis pas extrêmement lié, entendu. Boris Eltsine, qui était un président très lié à Oui, l'Occident. Mmh. absolument. La plupart des membres de son cabinet avaient été formés aux États-Unis au moment de la chute de l'Union soviétique et l'avaient rejoint quand il est devenu le,
le président de la Russie. Mhm. Absolument. Vous dites que l'Ukraine actuellement est dévastée, n'a presque plus d'hommes. Il y a des générations entières de jeunes Ukrainiens qui ont quasiment été décimés. Vous dites en fait la clé de compréhension de cette guerre, c'est que c'est une guerre contre les Slaves. Oui, oui, Mhm. il n'y a pas d'autre manière de regarder ça. Bon, les adeptes de Stepan Bandera, Mm. hein, ceux qui ont euh, soutenu les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. C'est très important à dire parce que il y a énormément de faux documents qui circulent sur cette question. Donc, vous devez regarder des livres d'histoire de manière très précise. Donc, ils ont toujours soutenu les nazis et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Stepan Bandera lui-même dirigeait les troupes des nationalistes intégraux ukrainiens. Donc, euh, ces gens-là ont une doctrine, c'est la destruction, l'anéantissement de la population russe. C'est ça leur objectif. C'est pour ça qu'ils étaient les alliés des nazis, qui, je vous le rappelle, avaient, si on se réfère à Mein Kampf, le but d'Adolf Hitler, c'était de créer un espace vital où les, les Allemands auraient pu s'étendre dans toute l'Asie, dans toute l'Europe centrale et orientale. Ils auraient commencé à conquérir l'Union soviétique, mais donc, il s'agit d'anéantir toute la population slave et non pas de tuer d'autres populations. L'obsession d'Adolf Hitler contre les tziganes et contre les juifs n'est arrivée qu'après. Elle n'est pas exprimée dans Mein Kampf. Il ne dit pas qu'il va tuer les juifs et les tziganes, mais il l'a fait, mais par la suite. Et il a tué beaucoup plus de civils slaves qu'il n'a tué de civils tziganes et juifs. Beaucoup plus. Donc il faut avoir quand même l'idée des proportions. Et c'est pourquoi lorsque l'actuel pouvoir ukrainien a lancé cette opération, d'abord contre le Donbass et aujourd'hui contre la Russie, et ils attaquent la Russie dans la profondeur. Lorsqu'ils ont lancé cette opération, ils ont tous dit que leur but était d'anéantir la population russe. Ils n'ont rien contre tel ou tel russe, ils ne sont pas contre Poutine ou tout ça. Ils sont contre la population slave et la culture de la Russie. D'ailleurs, au début de cette guerre, dans toute l'Europe, on a commencé à annuler des spectacles de la culture russe. Il y avait des ballets russes ou des orchestres russes qui ont été interdits de se produire au début de cette guerre, alors que ces gens n'avaient aucun rapport avec Vladimir Poutine ni la Russie d'aujourd'hui. Simplement, ils étaient russes. D'ailleurs, j'ai une question parce que toute cette guerre date en tout cas celle dont on parle, de au moins 2014, ce que les médias occidentaux oublient régulièrement de rappeler, avant la réaction peut-être légitime de Vladimir Poutine, justement pour protéger des populations n'est russes. pas exact. Dites-moi. Nous connaissons ce qui s'est passé en 2014, nous connaissons ça ici en France, parce que ça a été un coup d'État qui était soutenu par l'Union européenne, même s'il était organisé par les États-Unis, mais il était soutenu par l'Union européenne. Et certains médias ont présenté ce coup d'État comme une révolution contre un président pro-russe. Mais c'était un président démocratiquement élu et il n'était pas pro-russe, simplement il était pas pro-états-unien, c'est tout. Il était entre les deux. Voilà. Donc, c'est une erreur de perspective parce que les nationalistes intégraux sont revenus au pouvoir en Ukraine dès l'indépendance de l'Ukraine en 91. La veuve du
du Premier ministre nazi en Ukraine, Madame Stetsko, a prononcé l'ouverture de 2 sessions de la Rada. Ça devait être en 92, quelque chose comme ça, et puis après, 4 ans plus tard. C'est elle-même qui a prononcé l'ouverture de la session. Si vous vous imaginez Madame Pétain qui ouvrirait l'Assemblée nationale, c'est absolument impensable, hein. Voilà. Donc ces gens-là sont revenus en force en Ukraine dès le début, en 91. Donc ils avaient ce qu'on appelle un certain pouvoir, déjà. Oui, et bon, au début, d'abord les gens ne savaient pas trop comment ils allaient s'organiser, et puis euh, c'était une nouvelle ère qui commençait, donc chacun suivait ses propres opportunités et sans trop réfléchir à ce que le pays allait devenir. Et eux, ils en ont profité pour prendre le pouvoir à bien des endroits. Mmh. Et donc, est-ce qu'on peut dire que Zelensky a été élu, on dit qu'il n'est plus légitime, mais est-ce qu'il a été jamais légitime? Est-ce qu'il a été élu démocratiquement ou Oui, pas avec l'aide oui. de la propagande de la presse ukrainienne? Ah, ça c'est autre chose. Ça, certainement, il a été favorisé par une certaine presse. Mais Mmh, en France aussi, Emmanuel Macron a été favorisé par une certaine presse. Donc, ça n'atteint pas sa légitimité. Mais il a d'accord. été démocratiquement élu et son mandat a officiellement terminé en mai de l'année dernière. Donc, Mmh. il n'est plus le président de l'Ukraine depuis plus d'un an. Donc il n'est pas en mesure de signer un accord de paix qui aurait une validité? Aucunement, il ne représente que lui-même. La constitution ukrainienne prévoit que s'il n'y a pas d'élection ou si on n'a pas désigné de successeur et que le titulaire meurt ou je ne sais pas, un empêchement, le président, c'est le président de l'Assemblée nationale, de la Mmh. Rada. Mais là, le président de la Rada refuse d'occuper cette fonction et euh, Volodymyr Zelensky prétend être toujours le président, mais c'est un usurpateur. Il Donc il y a plus de n'a donc président. Mmh. pas la possibilité de signer quoi que ce soit qui engage son pays. Donc cette paix est impossible pour l'instant, officiellement? C'est pas une question d'officiel, elle est impossible parce qu'il n'y a plus de pouvoir légitime en Ukraine. Ce que l'on peut faire, c'est Mmh. négocier un cessez-le-feu, Mmh. organiser des élections et simplement après ces élections, signer une paix. Mais là, pour le moment, on ne peut pas signer de paix. Mmh. C'est dans cet ordre-là qu'il faudrait procéder, pour sortir de ce bourbier finalement. C'est forcément de cette manière-là que l'on procédera. Mmh. Heu, je voulais vous poser une question, puisque vous connaissez la complexité des choses et des choses historiques. Quels sont les liens, étroits entre cette guerre qu'on pourrait appeler une guerre OTAN contre la Russie et ce qui se joue à Gaza? Ah. D'abord, oui, il y a beaucoup de points communs. Oui. D'abord, vous avez des relations entre Volodymyr Zelensky et Benjamin Netanyahou qui ne sont jamais dites publiquement. Mmh. Mais donc, bon, euh, Monsieur Zelensky aujourd'hui a rejoint les nationalistes intégraux, les successeurs de Stepan Bandera, des collaborateurs des nazis. Et ça s'explique parce que bien qu'il soit juif, il peut se réclamer d'un dirigeant juif ukrainien qui avait fait alliance avec les nazis. Donc c'était Jabotinsky, Mmh. c'était un dirigeant juif ukrainien qui était surtout anti-soviétique et qui a fait alliance avec l'équivalent des nazis en Ukraine pour lutter contre les soviétiques et sous sa responsabilité, des massacres de juifs ont eu lieu en Ukraine, alors que lui-même était juif. Il se trouve que
Jabotinsky, après, a quitté l'Ukraine, il est allé dans différents pays, et il est mort aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale. Il est mort aux États-Unis avec son secrétaire particulier, Benson Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. Donc les deux familles apparaissent liées aujourd'hui. Et vous savez que Volodymyr Zelensky avait reçu officiellement M. Netanyahou comme un grand ami en Ukraine. Et aujourd'hui, alors que la population israélienne est opposée à ce qui se passe en Ukraine, et que alors qu'il était ministre de la Défense, le général Benny Gantz, qui est aujourd'hui le chef de l'opposition en Ukraine, enfin un des chefs de l'opposition en Israël, avait dit que lui vivant, jamais des armes israéliennes n'arriveraient soutenir les massacreurs de juifs en Ukraine. Il parlait des gens de Zelensky. Et donc aujourd'hui, M. Netanyahou a envoyé des armes en Ukraine, des armes très importantes, puisqu'il a envoyé des systèmes des systèmes anti-aériens très très puissants qui lui ont été fournis par les États-Unis. Donc ça, c'est le premier lien. Donc ce Vladimir Jabotinsky, qui était né donc à Odessa en Ukraine, était ce qu'on peut appeler un sioniste révisionniste? Oui. Alors, sioniste révisionniste, ça ne veut pas du tout dire sioniste. C'était des gens qui se battaient contre les sionistes révisionnistes. Vous pouvez expliquer aux spectateurs la différence? Est-ce que c'est important? Ce que c'est qu'un sioniste révisionniste, contrairement à un sioniste? C'est crucial si on veut comprendre l'histoire d'Israël, puisque les sionistes, c'est un mélange en fait de gens qui voulaient créer un État juif dans l'intérêt de l'Empire britannique, et d'autres qui voulaient créer un État juif pour donner une patrie à la population juive du monde entier. Donc ces deux groupes ont fusionné, et c'est ça le sionisme. Donc c'est un truc un peu ambivalent. Et les sionistes révisionnistes ont déclaré dès le début qu'eux ne voulaient pas construire un État juif, mais un empire juif. Et alors, ils n'ont pas clairement défini où devrait être cet empire juif, mais entre deux fleuves bien connus. Les différents... oui, c'est ça, on sait que cet empire juif, en fait, devait recouper l'ancien empire assyrien. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire d'Israël, mais donc il irait du Nil à l'Euphrate, ce que l'on a représenté sur le châle de prière des croyants juifs. Il y a deux bandes bleues, c'est le Nil et l'Euphrate, et c'est aujourd'hui ces deux bandes bleues qui se trouvent sur le drapeau d'Israël. Et actuellement, vous avez plusieurs ministres de M. Netanyahou qui ont dit qu'ils voulaient conquérir le grand Israël, et M. Netanyahou lui-même, il y a une quinzaine de jours, dans une interview sur I24 en langue hébraïque, a déclaré que son véritable objectif, c'était le grand Israël. Donc, conquérir la Jordanie, le Liban, la Syrie, un petit bout de l'Irak et un petit bout de l'Arabie Saoudite. Pour faire les États-Unis hébraïques? Oh non, c'est pas du tout les États-Unis hébraïques, c'est un empire. C'est la seule définition qu'on ait, qui a été donnée par Jabotinsky dans une interview qu'il a donnée à la presse communiste pour la provoquer en 1935, je crois. C'est une mission messianique, on peut dire, pour Netanyahou et ses associés? Bon, Jabotinsky n'avait pas je ne sais pas s'il croyait en Dieu, ce n'était pas important pour lui en tout cas,
Mais aujourd'hui, un grand nombre des sionistes révisionnistes croient en Dieu et ils se sont alliés à eux des gens qui ont une interprétation particulière euh, de, de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament chrétien. Et ces gens-là se réclament généralement du rabbin Meir Kahane, un terroriste qui a vécu aux États-Unis et en Israël. Et le rabbin Meir Kahane était lui-même euh, un employé de Yitzhak Shamir, le chef des sionistes révisionnistes au début de l'État d'Israël. Mhm. J'avais une petite Donc question. vous avez en Comment, même temps maintenant ces deux gens, ces deux groupes au pouvoir. d'accord. Comment Netanyahou a accédé au pouvoir et comment se maintient-il au pouvoir? Alors, il a été démocratiquement élu par la Knesset et la Knesset a elle-même été démocratiquement élue par la population israélienne. Mais il faut comprendre que le système israélien est totalement faussé parce que lors des élections, on les fait à la proportionnelle, mais avec une seule circonscription. C'est-à-dire tout l'État vote à la proportionnelle. Et lorsque vous avez un vote à la proportionnelle plusieurs fois de suite, la conséquence, c'est que ce sont les partis politiques qui désignent les élus et non plus les électeurs, puisque ce sont les partis politiques qui proposent les listes électorales. Donc, vous savez, il n'y a pas de bon système électoral de- pour désigner des députés. Euh, Ce qu'il faut, c'est changer de système assez régulièrement, parce que tous ont des avantages et des inconvénients. Si vous avez une élection exclusivement à la proportionnelle qui se répète, c'est le cas là depuis 80 ans, qui se répète, au bout d'un moment, le pouvoir sera confisqué par les appareils des partis politiques. C'est ce qui se passe en Israël, où aujourd'hui, en fait, euh, quand il y a des élections, il y a une multitude de partis qui font des alliances au dernier moment et qui désignent eux-mêmes les, les gens qui seront au pouvoir. Donc, euh, oui, Benjamin Netanyahou a été élu démocratiquement, mais il ne représente pas du tout le peuple israélien. À tel point que vous dites que récemment, il y a eu des manifestations monstres contre lui, en fait. Oui, il y a quelques jours, il y a eu une manifestation avec un tiers de la population qui a manifesté contre lui. Un tiers, c'est absolument gigantesque. Oui. Vous imaginez une manifestation en France où il y aurait eu un tiers des Français qui participeraient? Non, Je c'est sais pas jamais si ça a arrivé, je déjà crois. existé. C'est jamais arrivé, je crois, hein. Enfin, ça ne me dit rien. Oui, Non, oui, je c'est crois aussi. gigantesque. Mhm. Justement, pour en arriver à ce qui a cristallisé beaucoup de passions assez récemment, qu'est-ce que vous pourriez dire de cette opération terrible du 7 octobre qui s'est déroulée et qui a posé question puisqu'elle s'est déroulée sur une des frontières en principe les mieux surveillées du monde? Mhm. Alors, moi, j'ai expliqué ça dès, pas le lendemain, mais je pense la semaine suivante, j'ai dû donner une interview où j'ai expliqué ça. Mhm. Euh, le- Cette opération n'est pas une opposition entre le Hamas et l'État israélien. Ça n'a pas du tout de rapport avec ça. Cette opération oppose l'ensemble de la résistance palestinienne, à l'exception du Fatah, à l'État hébreu. Mais elle a été pensée et organisée sous la direction de Benjamin Netanyahou. Et il n'y a pas de discussion possible là-dessus, puisque euh, lorsqu'elle a eu lieu, Benjamin Netanyahou lui-même a ordonné la veille
que l'on enlève toutes les protections de la frontière israélienne qui existaient. On a relevé l'ensemble de la garde et on a dit, vous allez faire la fête, c'était une fête juive à ce moment-là, vous allez faire la fête, mais vous ne gardez pas cette frontière. Ça n'était jamais arrivé, que ce Et ça, jour-là. c'est prouvé, ça. Donc on peut le prouver, en fait. Ah oui, c'est absolument prouvé. Mhm. C'est absolument prouvé. De même qu'il est absolument prouvé que l'armée israélienne n'a pas immédiatement réagi lors de cette attaque, mais avec plusieurs heures de décalage. Ça, c'est attesté puisque vous avez le New York Times qui a publié des photos de l'attaque israélienne avant que le public ne soit au courant en Israël. Donc, l'ambassade d'Israël à Washington a dit que le New York Times s'était appuyé sur des documents du Hamas, mais ça n'est pas vrai du tout. Et il y a eu une enquête du New York Times, puis des documents qui ont été publiés par le New York Times qui montrent que non, son photographe sur place était tout à fait indépendant et a réellement pris ces photos au moment où elles ont été publiées sur le site internet du New York Times, avant que la population israélienne n'en soit informée et avant que l'armée israélienne n'en soit informée, ce qui est totalement absurde. Comment une attaque de cette ampleur peut avoir lieu et tous les services de sécurité se tournent les pouces? D'ailleurs, cette histoire peut nous Et faire si penser vous au Bataclan. réfléchissez, le Bataclan, c'est tout à fait une autre opération parce que c'est une opération qui était menée contre la France sur instigation de la Turquie, parce qu'il y avait des problèmes entre la France et la Turquie. C'est la France qui a tort dans cette affaire. Alors, ça ne veut pas dire que la Turquie avait le droit de faire ça, mais la France avait commis un, un acte très grave puisqu'elle avait signé avec, enfin c'était M. Davutoglu qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui avait signé avec Je vais non, trouver. Alors. Alain Juppé. Alain Donc Juppé, bien avec sûr. Alain Juppé, il Alain avait Juppé. signé, voilà, il avait signé un traité dans lequel la France s'engageait à régler la question d'un État kurde, Mhm. mais pas sur le sol turc. Mais pas sur le sol turc. Donc ils auraient fait ça chez d'autres, à savoir les Syriens. Hein. Et cette idée de déplacer la population kurde, évidemment, est absurde, mais la France a proposé et a signé ce document et ne l'a pas respecté, puisque les États-Unis s'y sont opposés, ils ont soutenu les, les mercenaires kurdes en Syrie contre la Turquie. Et du coup, la Turquie s'est retournée contre la France et a organisé ces attentats. C'était un J'ai expliqué avertissement. ça au fur et à mesure. Hein. Mhm. Oui, enfin, c'était une première réaction. Vous savez, la Turquie est un pays extrêmement violent, mais comme enfin, la plupart du temps, on ne se permet pas d'être violent si on n'a pas raison. Et là, euh, la France avait clairement tort. Alors, le résultat, ça a été les morts civiles en France. C'est une opération absolument horrible, mais euh, ce n'est pas parce que le président de la République est allé témoigner devant un tribunal et n'a pas dit un mot de ce dont je vous parle là aujourd'hui, qu'il faut croire ce qu'il vous a raconté. Non, Monsieur Hollande vous a menti. Sans blague. Et donc, en Sans parlant de blague. faux draps, pardon, c'était une blague. On m'aurait menti. Concernant, pour revenir au terrible, tout aussi terrible 7 octobre, c'est ce qu'on peut appeler un faux drapeau, sans complexe. Absolument. Il s'agit de provoquer une opposition entre les Israéliens et les Arabes. Mm. Mais cette opposition est factice. Et elle est Factice. factice
depuis depuis un siècle. On fait remonter la création de l'État d'Israël à la déclaration Balfour en 1917. Vous savez, le Lord Balfour, qui était euh, à l'époque ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, avait écrit une lettre à, à, à Lord Rothschild pour lui dire que le Royaume-Uni allait créer un État juif dans la Palestine mandataire. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que 2 ans avant cette décision, en 1915, Lord Herbert Samuel, qui est devenu après le, le haut-commissaire britannique dans la Palestine mandataire, puis il est devenu ministre des Affaires étrangères, Lord Herbert Samuel a expliqué qu'il ne fallait pas que cet État juif qu'on allait créer devienne véritablement indépendant. Il fallait qu'il soit toujours incapable d'assurer sa propre sécurité et que la population israélienne dépende ainsi des forces de l'Empire britannique. C'est lui qui l'a écrit, ça. Or, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est comme ça que ça dure depuis le début. On crée artificiellement une opposition entre ces deux groupes pour qu'ils se tapent dessus l'un l'autre. Alors, selon les appartenances que l'on a, on voit c'est la faute des Israéliens ou c'est la faute des Arabes. En fait, c'est la faute d'aucun de ces deux groupes. Et on se débrouille pour que cette guerre dure éternellement, ce qu'elle fait sous nos yeux. D'ailleurs, vous dites que Léon Blum, lui, aurait bien voulu doubler les Britanniques dans cette affaire pour que la diaspora juive soutienne l'Empire français de l'époque. Oui. Ça, c'est important de le dire. Peu de gens le savent, ça aussi. Absolument. Et donc, Léon Blum avait prévu de créer un État juif. Alors, selon les documents, il y a plusieurs versions. Il aurait créé cet État juif au sud du Liban, entre la rivière Litanie et la frontière israélienne actuelle, c'est la frontière de la Palestine mandataire. Voilà, c'est un tout petit endroit où il aurait créé cet État. Et il s'est avéré que par la suite, il a également envisagé d'avoir des villes israéliennes en chapelet qui permettent d'aller jusqu'à l'Euphrate. Donc, l'idée, c'était bien de reconstituer le Grand Israël du Nil à l'Euphrate. Des villes qui passeraient à travers la Syrie, finalement. Cette proposition, oui, à travers la Syrie. Cette proposition de Léon Blum n'a jamais été discutée en public en France, pas jamais à l'Assemblée nationale, mais elle est attestée dans différents documents israéliens ou libanais, parce que d'un point de vue libanais, c'est absolument insensé cette histoire. Vous dites dans des documents israéliens ou libanais? Oui, oui, oui. D'accord. Mon ami Hassan Amadé est en train de rédiger un livre là-dessus, au Liban. Très bien. Voilà, parce que vous dites finalement, chercher l'histoire, c'est citer ses sources. Enfin, chercher la vérité surtout et la dire, c'est citer ses sources. Oui. Si on a des sources précises, les choses sont assez claires. Surtout, on évite d'être dominé par ses passions et de croire que tel ou tel groupe est responsable du désastre dans lequel nous sommes en permanence. Non, ces désastres s'expliquent uniquement par la volonté de quelques individus qui y trouvent un intérêt particulier de domination et un intérêt financier, mais il n'y a pas de groupe de population qui cherche à tuer d'autres. Ça, c'est un fantasme. La meilleure arme, c'est le mensonge, finalement. Oui, la meilleure arme que ces gens ont trouvée, c'est le mensonge.
Et la meilleure arme pour s'en protéger, c'est de chercher la vérité. D'ailleurs, vous vous êtes exprimé aussi récemment sur l'opération Char de Gédéon 2, puisqu'il est question de prendre le contrôle de la ville de Gaza. Vous voulez en dire 2 mots? Toujours dans le Oui, alors, cadre du projet du Grand Israël, j'imagine? bon, pour la Mmh. totalité du personnel politique occidental, ce qui se passe en ce moment à Gaza euh, est les stupéfait. Ils ne s'attendaient pas à ça, Mmh. précisément parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Oui. Et précisément parce qu'ils n'ont jamais pensé que Benjamin Netanyahou, qu'ils prenaient pour un politicien opportuniste, euh, poursuive le rêve de son père et de Jabotinsky. Donc jamais ils n'ont pensé qu'il y aurait ce grand Israël. Bon, donc aujourd'hui, nous assistons à la colonisation de la totalité de la bande de Gaza. C'est le gouvernement israélien l'a proclamé lui-même. Ce Mmh. qui suppose l'expulsion de sa population actuelle. Vous avez beau euh, ne pas savoir grand-chose, si vous regardez la télévision, donc des sources extrêmement basiques, hein, vous voyez le massacre qui a lieu actuellement dans la bande de Gaza et vous voyez la famine qui y sévit. Vous voyez des enfants et des femmes qui meurent de faim. Bon. Donc ça, pour les Occidentaux alliés traditionnels d'Israël, c'est un choc de voir ça. C'est un choc, mais ils ne font rien pour s'y opposer. Quelques voix s'élèvent, Donc, mais c'est certainement pour se protéger et pour dire plus tard qu'on ne s'est pas enfermé dans le silence, non, peut-être? Non? mais je ne doute pas que des gens Mmh. soient horrifiés par ce qu'ils voient et le reconnaissent. Mmh, mmh mh. Mais il ne suffit pas de le reconnaître, il faut agir à ce moment-là. D'abord, il fallait agir avant. Moi, j'ai annoncé cette famine à Gaza dès le début de l'opération de riposte du Oui, 6 je me souviens. octobre. Mmh, mmh mh. Euh, donc, elle a lieu maintenant. Ça a mis du temps, beaucoup de temps à se faire, mais ça se fait. Voilà. Il fallait réagir dès le début. Il est toujours possible de réagir aujourd'hui. De même, le massacre auquel nous assistons, même si nous pensons que c'est simplement une armée brutale qui euh, tue énormément de civils en ciblant des cibles militaires, celles du Hamas, ben non, c'est pas du tout le cas, hein. On ne tue pas des dizaines, des centaines de milliers de personnes quand on vise quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Il y a une disproportion inacceptable, hein. Il n'y a pas d'armée plus immorale au monde que celle-là. Il faut le C'est-à-dire que dire. cette guerre n'a rien de chirurgical, alors qu'on pourrait faire une guerre Ah chirurgicale et non, ça vraiment n'a rien de traiter. chirurgical. Mmh. C'est une boucherie, ça n'a rien de chirurgical. Donc, que des gens qui soient horrifiés par ça, Mmh. particulièrement des hommes politiques juifs qui ont un lien avec Israël, soient horrifiés par ça, c'est normal. Mmh. Mais ils doivent réagir. D'autant plus qu'une partie Ils du peuple devraient juif a bien réagir. conscience que ça va encore une fois être, quelque chose qui va lui être reproché, en fait. Oui, mais si vous voulez, nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a personne qui ait plus de devoirs vis-à-vis des Gazaouis qu'un autre. Mmh. Que vous soyez arabe ou pas, vous êtes autant concerné par les Gazaouis. Que vous soyez juif ou pas, vous êtes autant concerné par les Gazaouis. Quelle que soit votre identité, vous êtes concerné identiquement par les Gazaouis. Et vous ne pouvez pas accepter ce massacre et la manière dont il a lieu.
Parce que la famine, c'est une chose absolument abominable. C'est terrible de mourir sous les bombes, mais c'est encore plus atroce de voir mourir les siens de famine. Ça devrait nous révolter autant que la Shoah, finalement, c'est la même chose. Il n'y a pas deux poids, deux mesures, ça devrait C'est la autant nous même révolter. chose. Mm. C'est la même chose. Ça doit nous Mm. révolter de la même manière. Mm. Si vous êtes contre la Shoah, vous êtes contre ça. Ou alors vous êtes un obsédé de la suprématie d'un groupe, ou je ne sais pas, mais là, Euh, que fait Trump avec cette histoire qui est dans son mandat, qui est certainement compliquée à gérer? Je ne sais pas comment vous analysez sa position par rapport à Gaza. Donald Trump est issu d'un peuple qui a constitué un État en massacrant les populations autochtones des Indiens. C'est un secret pour personne, ça, hein. Ah oui, Tout bien le sûr. monde le sait. Et Les depuis États-Unis. quelques années, on nous l'a beaucoup répété. Voilà. Il se trouve que Donald Trump est l'héritier d'un président des États-Unis, euh, Andrew Jackson, dont il se réclame toujours et dont il avait installé le portrait à la Maison Blanche, dans le bureau ovale. Donc, Andrew Jackson, qui n'est plus considéré aux États-Unis, sauf depuis le retour de Donald Trump, euh, avait conclu des traités avec des tribus indiennes et notamment il a conclu un traité avec une tribu indienne auquel il a donné des territoires particuliers. Et on a vécu ce traité comme étant une injustice terrible vis-à-vis de ces Indiens, puisque lors de leur exode, un grand nombre d'entre eux sont morts dans ce qu'on appelle la vallée des larmes. Mais aujourd'hui, donc un siècle et demi ou deux, oui, un siècle et demi ou 2 siècles plus tard, euh, c'est la seule tribu indienne qui ait vraiment survécu et qui soit riche aux États-Unis. Voilà. Donc, Donald Trump n'est pas suspect de vouloir des solutions qui seraient justes en elles-mêmes, mais il a la volonté de trouver cependant des solutions, même si elles sont injustes. Donc, la volonté de Donald Trump, c'est d'abord d'arrêter ce massacre, ça c'est sûr. Mm. Alors après, je ne sais pas ce qu'il va faire, Mm. mais je ne suis pas sûr qu'il propose de conserver la population palestinienne chez elle en Palestine. Quel est ce lien qu'il entretient avec Netanyahou? Est-ce qu'il est totalement sincère ou pas? C'est complexe. Ben, les deux hommes ont eu des moments où ils s'entendaient, où ils se haïssaient, ils se rapprochaient, ils se haïssaient à nouveau, etc. Ce sont des relations très, très complexes et fluctuantes. Je pense que aujourd'hui, il n'a plus aucune confiance en Benjamin Netanyahou, comme d'ailleurs la totalité des gens qui l'ont fréquenté n'ont aucune confiance dans cet homme-là. Mais euh, euh, la campagne électorale de Donald Trump a été entièrement financée euh, par des gens qui ont soutenu Netanyahou Mm. et souvent par des gens qui sont eux-mêmes des sionistes révisionnistes. Donc voilà, il a un fer au pied, hein, il est attaché, il n'est pas libre sur cette question. Nous verrons ce qu'il va faire. Mhm. D'ailleurs, juste pour conclure aussi sur cet entretien avec juste en revenant, en bouclant la boucle, en revenant sur l'Ukraine, Trump a bien dit cette guerre n'est pas la nôtre. Juste pour en Oui, revenir à ça, ce qui s'est alors passé en ça, Corée.
ce qui s'est passé en Alaska. Oui, donc, dès sa campagne électorale, il expliquait que cette guerre n'était pas une guerre des États-Unis, mais une guerre du clan Biden et des néoconservateurs. Moi, je dis les Straussiens, pas les néoconservateurs, ça ne me semble pas un bon terme. Donc, une guerre d'une petite clique à Washington contre la Russie en Ukraine. Bon. Donc, quand il a organisé le sommet en Anchorage, en Alaska, il n'a pas souhaité régler cette guerre qui n'est pas la sienne. Il a souhaité régler les relations entre son pays et la Russie. Et étant entendu que pour régler ces relations entre son pays et la Russie, il était nécessaire qu'il prenne l'engagement de ne pas préparer d'attaque de la Russie, donc de ne pas amasser de troupes ni d'armes à la frontière de la Russie, en Ukraine ou en Géorgie ou je ne sais où, mais spécialement en Ukraine. Donc, que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN, ça c'est la conséquence, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Donc que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN, et voilà, il s'est engagé aussi à divers accords économiques avec la Russie. Et pour résoudre la guerre actuelle à cet endroit-là, il a dit, puisque les Européens se sentent concernés par cette guerre, qu'ils se débrouillent avec. Et les Européens se sont précipités à Washington, à la Maison-Blanche, et il leur a dit, allez-y, j'attends de voir ce que vous allez faire, parce que moi, j'ai pas de solution. Comme les Européens n'en ont pas non plus, ils ne vont rien faire. Parce qu'on peut dire que Trump, c'est plus... reconnaître. C'est plus un marchand du temps qu'un marchand d'armes. Il ne peut rien faire. Il faut reconnaître qu'on ne peut rien faire. Oui, mais Donald Trump est un marchand d'armes. Parce que les États-Unis sont le premier producteur d'armes au monde. Donc, alors c'est des armes de qualité moyenne, hein, mais quand il propose aux Européens, avant la rencontre d'Anchorage, d'acheter des armes états-uniennes pour régler ce conflit, il vend des armes. Mais maintenant, après la rencontre d'Anchorage, il s'interdit de vendre des armes aux Européens. Il se l'interdit. Parce que ça serait menacer la Russie. Donc, les Européens n'ont plus aucune solution, ils n'ont plus rien du tout. À part le mensonge médiatique. Bon, on peut continuer à dire nous allons vaincre la Russie, nous allons mettre son économie à genoux, nous allons prendre des sanctions contre la Russie, etc. Premièrement, ce n'est pas des sanctions, c'est des mesures coercitives unilatérales. C'est comme ça que ça s'appelle en droit international. Et elles sont devenues totalement inefficaces puisque les États-Unis officiellement ne les respectent plus. Deuxièmement, vous pouvez envoyer des armes, mais les armées européennes elles-mêmes n'ont plus assez d'armes pour elles-mêmes parce qu'ils se sont déjà amputé le bras en fournissant leurs propres armes aux Ukrainiens. Donc à un moment, il faut arrêter de jouer, de faire des mécaniques et de reconnaître qu'il n'y a pas de solution. Et je dis ça sans intervenir pour savoir qui a raison et qui a tort. Je dis il n'y a pas de solution militaire. C'est factuel. Donc ils vont devoir sortir par la petite porte? Non, ils devraient ouvrir les yeux et reconnaître que dans cette affaire, la Russie a raison depuis le premier jour, que la Russie n'a jamais envahi l'Ukraine, mais qu'elle a appliqué la résolution 2202 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et que c'est ce qu'avait fait par exemple la France quand elle était allée au Rwanda. Elle avait appliqué une résolution des Nations Unies, elle n'avait pas envahi le Rwanda. Eh bien, la Russie n'a pas envahi l'Ukraine. Vladimir Poutine a été contraint de protéger des populations russophones.
Oui, absolument. Et donc, vous savez en 2015, il y a eu les accords de Minsk. Donc, Mm. les- le, le nouveau pouvoir qui était authentiquement nazi à ce moment-là en Ukraine. C'était pas comme aujourd'hui, c'était vraiment des nazis purs et durs en Mm. 2014. Donc, le pouvoir de 2014 avait décidé d'attaquer la population russophone du Donbass et avait commencé à massacrer sa propre population au Donbass. Donc, la Russie était intervenue et la France et l'Allemagne avaient négocié en Biélorussie les accords de Minsk pour calmer le jeu. Nous savons aujourd'hui que Angela Merkel, qui l'a avoué dans une interview Edith Site, Angela Merkel n'avait aucune intention de respecter ses engagements, mais uniquement de gagner du temps pour que cette guerre puisse avoir lieu et que l'Ukraine soit correctement armée pour en finir avec les populations russophones du Donbass, donc pour exterminer sa propre population russophone. Mm. Et nous avons euh, François Hollande qui a dit dans une interview au Kiev Post Mm. que Angela Merkel avait entièrement raison et qu'il avait agi comme elle. Voilà. Donc, parce que Madame Merkel et Monsieur Hollande se sont exprimés de cette manière, ils ont commis le crime le plus grave que l'on puisse commettre, c'est-à-dire un crime contre la paix. Ils ont déclaré qu'ils avaient signé un document international, les accords de Minsk, qu'ils s'étaient portés garant de leur application, mais qu'ils l'avaient fait uniquement pour que cette guerre puisse avoir lieu. Ça, ça a provoqué une colère sans nom en, en Russie. Russie, Mm. et le président de la Douma a demandé que, en application des décisions du tribunal de Nuremberg, qui a décrit le crime contre la paix et qui a dit que c'était le crime le plus grave, Mm. on crée un autre tribunal comme celui de Nuremberg, un tribunal militaire international pour juger et condamner Angela Merkel et François Hollande. C'est une forme de haute trahison internationale par la ruse. C'est une méthode machiavélique, en fait. Vous jugez ça comme vous voulez, mais c'est évidemment la pire chose que l'on puisse faire contre des peuples. Mm. Et vous Le défendez fait le droit que François Hollande se soit réclamé de la signature de la République française pour faire ça, c'est une honte pour nous tous. Mm. Absolument. Vous défendez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est comme le Oui, référendum de la Crimée qui a été organisé de manière apparemment totalement droite et correcte, qui a été critiqué en Occident, par exemple. alors, il y a eu une succession de référendums en Crimée. Ils ont tous été considérés comme entièrement valides, à l'exception du dernier, parce que c'est la Russie qui l'a organisé. Ça a été Et organisé de manière il y a eu régulière. d'autres référendums au Donbass et en Novorossia. Ils ont tous donné, absolument tous, les mêmes résultats. La population de ces trois régions a demandé son indépendance et l'adhésion à la Fédération de Russie. Donc, reprocédons à des référendums sous le contrôle des Nations Unies, s'il le faut. Mm. Faisons-le. Il n'y a aucun doute sur le résultat futur. Surtout qu'il semblerait que l'impopularité de Zelensky soit aussi élevée que celle de Emmanuel Macron en France. Bien pire, je crois. Oui, parce que là-bas, il y a des Bien hommes pire. qui meurent par Là-bas, il y a milliers. des gens qui meurent tous les jours. Vous savez, actuellement, alors je dis ce chiffre parce que
la presse française ne l'a pas expliqué, mais actuellement dans la presse française, on vous explique qu'il y aurait eu 400 000 morts côté ukrainien dans les 2 ans et demi de guerre. En réalité, on sait aujourd'hui, ce sont des documents qui ont été diffusés euh, par des hackers, probablement russes, des hackers anonymes, euh, des documents officiels du gouvernement ukrainien. Il y a déjà eu 1 700 000 soldats, pas des civils, exclusivement des soldats ukrainiens qui sont morts pendant cette guerre. C'est le plus grand massacre de Slaves que l'on ait vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour ça que je vous dis, c'est une guerre contre les Slaves. Puisque les Sans compter seuls les morts, ce sont civils, des Ukrainiens et des Russes. des Ukrainiens et un peu Pardon? des Russes. Et je dis sans compter les Oui. civils, peut-être. Je ne sais pas si on a une Sans estimation des compter les pertes. civils. Alors, il y a, par rapport aux militaires, assez peu de morts civiles, puisque les troupes russes ne visent pas les civils. Mais elles en tuent quand même. Hein. Quand vous tirez avec certaines armes, vous tuez au passage énormément de civils. Donc c'est une guerre contre les Slaves. Et quel est le prochain rendez-vous d'ailleurs historique à suivre? Ah, moi, je ne sais pas. Ce que je pense, c'est que Hmm. dans les mois qui suivent, nous allons assister à un rapprochement non seulement entre les États-Unis et la Fédération de Russie, mais aussi avec la Chine populaire. Donc les trois grandes puissances vont se réunir, on verra ça prochainement, et cela correspondra à l'effondrement de l'Union européenne, qui n'a plus de raison d'exister. Et à ce moment-là, ceux qui sont partisans du Frexit pourraient trouver un chemin, Je ne peut-être. sais pas s'il y aura de Frexit, je pense que tout ça va se déliter, il n'y Hmm. aura pas besoin de sortir ou de claquer la porte, il y aura plus, il y aura plus personne à la tête de l'Union européenne, tout le monde va se retirer. Ça va ressembler à la fin de l'Union soviétique. Mhm. Alors, peut-être certains vont vouloir y rester et feront durer le plaisir encore quelques temps, mais voilà, ça va faire pchit d'un coup. La maison va s'effondrer. Il n'y aura plus besoin de claquer la porte. Il n'y aura plus de mur. Oui, il n'y aura plus de mur, D'accord. il n'y aura plus rien. Mhm. Très bien. Je vous inviterai volontiers à nouveau sur Tribune Libre pour en reparler, et reparler de la suite, si vous le voulez bien. Si vous Et je vous voulez. dis un grand merci pour cet entretien très instructif. Merci beaucoup, Thierry Messan. À très bientôt.